14 années de silence, puis soudain un nom ressurgit. Hannibal Kadhafi. Son retour en Libye n'est pas un simple fait divers, c'est un séisme. Que signifie la réapparition de l'héritier oublié pour un pays fracturé et au-delà pour l'Afrique tout entière? Personne n'imaginait revoir un Kadhafi sur la scène libyenne. Depuis la chute brutale du régime, l'Occident croyait l'ère des fils du guide définitivement close. Mais Hannibal, longtemps relégué aux marges de l'oubli, traverse les barreaux et l'exil pour revenir au centre du jeu. Il porte seul le poids d'un passé écrasé et, pour certains, la promesse d'une revanche impossible. Ce retour n'est pas anodin. Il réveille des fidélités claniques, des réseaux enfouis, l'écho d'une stabilité perdue. Même sans foule en liesse, son nom suffit à fissurer les fragiles équilibres imposés à la Libye depuis l'année 2011. Les fantômes du passé, soudain, réclament leur place. Pour bien comprendre l'impact de ce retour, il faut se souvenir que la Libye, avant 2011, était l'un des pays africains les plus stables et prospères. Les infrastructures modernes, des services publics gratuits, une monnaie forte. Tout cela a forgé des souvenirs puissants dans la population. Par exemple, dans les années 90, un jeune Libyen pouvait accéder gratuitement à l'université, se soigner sans frais et bénéficier de logements sociaux subventionnés par l'État. Mais la secousse ne s'arrête pas aux portes de Tripoli. Au sud, au cœur du Sahel, une autre figure s'impose. Le capitaine Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso, devenu symbole d'un nouvel élan souverainiste. Il tend la main à une jeunesse lassée de l'ingérence et rallume l'espoir d'une Afrique maîtresse de son destin. Pour illustrer la portée de ce nouveau mouvement, rappelons qu'en 2023, le Burkina Faso a chassé les troupes françaises de son territoire, affirmant ainsi sa volonté de rompre avec l'ordre post-colonial. Ce geste fort a inspiré le Mali et le Niger, qui ont suivi la même voie, marquant ainsi une rupture inédite avec plusieurs décennies de tutelle étrangère. Deux foyers, deux dynamiques. D'un côté, la Libye cherche un sens, une issue. De l'autre, le Sahel s'embrase, fédérant les frustrations accumulées contre l'ordre post-colonial. Leur trajectoire pourrait bientôt se croiser, créant une convergence inédite et porteuse de rupture. À la clé, un enjeu colossal. Si ces forces s'unissent, l'Afrique du Nord et de l'Ouest pourrait enfin briser les chaînes du contrôle extérieur. Les équilibres mondiaux trembleraient, matières premières, alliances stratégiques, tout pourrait basculer. L'ordre hérité de l'ancien temps n'est plus assuré. Mais pour saisir la portée de ce retour et de cette montée en puissance, il faut revenir à l'origine du drame libyen, là où tout s'est noué. Retour sur les derniers jours du régime Kadhafi, un effondrement orchestré dont les répliques secouent encore l'Afrique. C'est là que s'enracine le retour de ses héritiers. La libération de la Libye en 2011, promesse d'avenir ou prélude à une longue descente aux enfers. Derrière les images euphoriques de la chute de Mouammar Kadhafi, un tissu complexe d'incertitudes et de drames se tisse, loin des projecteurs occidentaux. Lorsque l'organisation du traité de l'Atlantique Nord intervient, le régime Kadhafi s'effondre en quelques semaines. Mais la paix attendue n'arrive pas. Au lieu d'une renaissance, la Libye sombre dans la fragmentation. L'État se disloque, les milices s'emparent des rues, les gouvernements se succèdent, tous impuissants face à l'anarchie. Ce vide attire des convoitises. Les puissances étrangères et les groupes armés locaux se disputent le contrôle du pétrole, des ports, des frontières. L'économie jadis au service du peuple devient l'enjeu d'un pillage sans fin. La population, reléguée au second plan, regarde impuissante son pays se déchirer. Dans la tourmente, une figure s'évanouit, Hannibal, l'un des fils oubliés de Kadhafi. Enlevé puis enfermé des années durant dans des geôles étrangères, il incarne le destin d'une mémoire nationale qu'on tente d'effacer. Son absence devient le symbole d'un héritage qu'on voudrait enterrer à jamais. Pourtant, la nostalgie d'une Libye stable continue de hanter les esprits. Beaucoup se remémorent une époque où l'électricité, la santé, l'éducation étaient gratuites, où la dignité nationale prévalait sur toute influence étrangère. Ce souvenir attise douleur et espoir, et nourrit un désir grandissant de reprendre le contrôle de leur destin collectif. Prenons un exemple concret. Dans les années 2000, les Libyens bénéficièrent d'un système de sécurité sociale qui couvrait la quasi-totalité des frais médicaux. Un habitant de Tripoli pouvait se faire opérer d'une maladie grave sans payer un seul dinar, un privilège rare sur le continent. Aujourd'hui, beaucoup doivent se rendre à l'étranger pour se soigner, faute de moyens et d'infrastructures, une situation qui alimente la nostalgie d'une époque révolue. Plus au sud, une autre révolution s'esquisse. Dans le Sahel, la montée du souverainisme bouleverse l'ordre établi. Les armées étrangères sont chassées, de jeunes dirigeants prônent l'autonomie, de nouvelles alliances voient le jour.
Cette vague d'émancipation traverse frontières et générations, ébranlant un ordre post-colonial vieux de plusieurs décennies. La région s'approche d'une bifurcation historique. D'un côté, le risque de chaos, de division et de perte d'identité, de l'autre, la possibilité d'une renaissance, d'une souveraineté forgée par et pour les peuples du Maghreb et du Sahel. Le futur de l'Afrique du Nord et de l'Ouest pourrait se jouer dans cette lutte pour la maîtrise de son propre destin. Pour illustrer ce carrefour, il suffit de se pencher sur l'histoire du Ghana dans les années 60, lorsque Kwame Nkrumah, premier président du pays, a tenté de fédérer l'Afrique autour de projets panafricains et d'institutions supranationales. Malgré les obstacles, son rêve d'une Afrique unie trouve un nouvel écho aujourd'hui, porté par la volonté de plusieurs États du Sahel et du Maghreb de s'affranchir des divisions héritées de la colonisation. Mais une question demeure. Le retour d'Hannibal et l'ascension de nouveaux leaders sauront-ils transformer la nostalgie en vraie force politique ? L'Afrique est-elle à l'aube d'une alliance inédite, capable de défier durablement l'ordre mondial établi ? Quand l'héritier reparaît, il ne ramène pas seulement un nom, mais la promesse d'un nouvel horizon africain. L'annonce de la libération d'Hannibal Kadhafi n'a pas simplement secoué la Libye. Elle a fissuré les fondations du jeu régional. Pour les Libyens, c'est la réouverture d'une histoire que beaucoup pensaient en sceller à jamais. Pour les puissances étrangères, c'est un choc, une résurgence du passé qu'elles croyaient enfoui, porteur de souvenirs amers, mais aussi d'une légitimité jamais égalée par les gouvernements de transition successifs. Derrière le visage controversé d'Hannibal, le poids de la mémoire collective se fait sentir. Les tribus, gardiennes d'une temporalité ancestrale, n'ont jamais oublié la grandeur de la Jamahiriya, ni les liens de sang qui les lient à la dynastie Kadhafi. Dans une Libye morcelée, où chaque faction lutte pour une parcelle de pouvoir, seule la légitimité tribale et le souvenir partagé semblent capables de recoller les morceaux d'une nation fracturée. Les pouvoirs imposés ou soutenus de l'extérieur ont tous échoué à offrir stabilité ou unité. Désormais, cette mémoire, loin d'être une simple nostalgie, devient un atout stratégique pour quiconque saura l'incarner. Pour bien comprendre la résilience tribale en Libye, pensons à l'exemple de la tribu des Warfala, qui a survécu à toutes les tempêtes politiques depuis le XIXe siècle, souvent en s'appuyant sur la solidarité interne, la transmission orale et des rituels ancestraux. Aujourd'hui encore, ce type de structure reste la colonne vertébrale de la société libyenne, plus forte que les institutions importées d'ailleurs. Au centre de cette dynamique émerge Saïf al-Islam Kadhafi, figure à la fois familière et paradoxale. Autrefois perçu comme le fils réformateur, pont entre tradition et modernité, il porte aujourd'hui l'espoir d'une réconciliation nationale. Sa capacité à rassembler, à converser avec les rivaux, à invoquer l'imaginaire collectif d'une grandeur passée, fait de lui l'un des rares leaders à pouvoir envisager un centre politique stable, à l'écart de toute tutelle étrangère. Pour nombre de Libyens, il incarne l'opportunité d'un nouveau départ, loin des milices et des manipulations extérieures. Mais cette recomposition inquiète profondément l'Occident. Depuis plus d'une décennie, les capitales étrangères ont bâti leur influence sur une Libye affaiblie, fragmentée, réduite à un réservoir de ressources au détriment de sa souveraineté. L'idée d'un recentrage autour des Kadhafi, appuyé par la force des tribus et la mémoire d'une indépendance réelle, menace de faire voler en éclats les mécanismes de contrôle post-coloniaux. Pour Paris, Washington ou Londres, perdre l'accès privilégié aux hydrocarbures et voir se dissoudre le réseau d'alliances laborieusement tissé serait inacceptable. Prenons le cas du pétrole libyen. Avant 2011, la majorité des recettes pétrolières servaient à financer des programmes sociaux et des projets de développement national. Après la chute du régime, une grande partie de cette manne a été détournée par des milices ou captée par des firmes étrangères. Un retour à un contrôle centralisé signifierait la fin de ce système de prédation, ce qui inquiète les acteurs extérieurs. Le Sahel, désormais, n'est plus un simple spectateur. Il devient acteur central d'une nouvelle scène africaine. Depuis Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré incarne l'essor d'un souverainisme décomplexé. Face à la pression des bases étrangères et à la prédation économique, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et d'autres voisins s'unissent. Ce mouvement, jadis inimaginable, trouve aujourd'hui dans la Libye post-intervention une alliée potentielle pour renverser l'ordre établi et forger une solidarité sud-sud fondée sur l'autodétermination. Les risques sont immenses, mais les enjeux tout autant. Si la Libye retrouve un centre porté par un Kadhafi et appuyé par le jeu des alliances tribales, et si le Sahel insurgé fait bloc, alors l'architecture d'influence occidentale pourrait s'effondrer brutalement.
Il ne s'agirait plus d'une crise régionale, mais du prélude à une véritable indépendance africaine. Pour le continent, ce pourrait être la fin du cycle de dépendance, la reconquête de la dignité et de la sécurité. Pour leurs adversaires, ce serait la fin d'un monde où ils imposaient encore leurs règles. Pour mieux saisir la dynamique, rappelons le précédent de l'Organisation de l'Unité africaine, fondée en 1963, qui visait à renforcer la coopération régionale face aux ingérences extérieures. Si cette institution a longtemps été symbolique, la convergence actuelle du Sahel et de la Libye pourrait donner chair à un projet longtemps rêvé mais jamais abouti, une véritable union politique et économique africaine. Mais à quel prix? Quelles conséquences une telle alliance pourrait-elle provoquer? L'Afrique s'avance ainsi vers une zone d'incertitude explosive. Les lignes de fracture s'aiguisent et chaque acteur doit désormais choisir son camp. Et si la Libye et le Sahel s'unissaient on ses deux mains en un seul espace stratégique, imaginez un vaste corridor reliant la Méditerranée aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Un axe où pétrole, or, uranium et ressources vitales échapperaient enfin à la domination occidentale qui pèse sur la région depuis tant d'années. L'idée d'un corridor Afrique du Nord-Sahel, longtemps relégué au rang de mythe, s'incarne peu à peu. L'alliance naissante des États souverainistes du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, Guinée, dépasse désormais la simple coordination militaire. Elle devient une dynamique politique et économique affirmée, portée par des dirigeants décidés à bousculer l'ordre établi. En tissant des liens inédits, ils esquissent les fondations d'une union qui transcende les frontières héritées de la colonisation. Pour l'Occident, ce scénario prend des allures de cauchemar. La perspective d'un corridor hors pétrole, hors de leur portée, fait vaciller les certitudes dans les capitales européennes. Car derrière ce projet, il y a un risque réel, voir l'accès aux matières premières essentielles, pétrole, or, uranium, passer sous contrôle africain, bouleversant l'équilibre énergétique mondial. Pour donner un exemple frappant, rappelons qu'en 2023, le Niger a suspendu ses exportations d'uranium à destination de la France, invoquant la nécessité de contrôler ses ressources stratégiques. Ce geste inédit a provoqué un choc sur les marchés européens et a renforcé la détermination des autres États sahéliens à protéger leurs intérêts nationaux. Au-delà des fantasmes et des craintes, la transformation s'opère concrètement sur le terrain. Les pays du Sahel bâtissent des réseaux institutionnels et économiques indépendants. Nouveaux accords commerciaux, création de banques africaines, contrôle accru des transports et des douanes. Chaque initiative renforce les bases d'une architecture souveraine. L'Afrique du Nord n'est plus un simple voisin, mais un relais stratégique et un prolongement naturel de cette quête d'autonomie. Face à l'émergence de cette puissance africaine, les ripostes ne tardent pas. Pression économique, campagne de désinformation, manœuvre de déstabilisation. Tout est tenté pour enrayer cette dynamique. Mais chaque tentative de blocage ne fait que souder davantage la détermination des acteurs africains. Le retour en arrière n'est plus envisageable. Pour illustrer la résistance à la désinformation, citons la création, en 2022, d'un réseau de médias panafricains indépendants, chargé de combattre les fake news et de relayer la voix des peuples africains. Ce réseau, qui s'appuie sur des journalistes locaux, a déjà permis de contrer plusieurs campagnes visant à discréditer les nouveaux gouvernements du Sahel. Au centre de l'affrontement, l'enjeu est colossal. Pour l'Afrique, c'est l'opportunité de rompre avec la dépendance, de reprendre la main sur son destin. Pour l'Occident, c'est la perte progressive de leviers stratégiques, l'effacement d'une influence forgée au fil des siècles. Ce n'est plus simplement une rivalité de système, mais une course contre la montre où chaque camp mesure ce qu'il risque de perdre ou de conquérir. Mais un autre acteur s'invite dans cette équation, capable de faire basculer l'équilibre fragile, le retour des héritiers de la Libye de Kadhafi, porteurs d'une vision panafricaine radicale. Leur apparition pourrait accélérer ou bouleverser l'Alliance en marche. L'utopie d'hier deviendrait-elle la politique de demain? Ce qui paraissait insensé il y a à peine quelques années surgit aujourd'hui avec force dans le Sahel et en Libye, car certains rêves portés autrefois par Kadhafi reviennent, prêts à façonner des solutions très concrètes pour l'avenir du continent. L'héritage de Kadhafi ne se réduit pas à sa figure polémique, mais s'incarne dans une vision radicale. Bâtir une intégration économique africaine, conquérir la souveraineté monétaire, organiser la défense continentale. Il rêvait d'une Afrique solidaire, capable de défendre ses richesses et d'imposer ses propres règles au monde. Sa proposition la plus audacieuse reste celle d'une monnaie africaine indépendante, affranchie de toute tutelle extérieure. Longtemps raillée, elle s'impose aujourd'hui dans les débats,
sur le franc CFA et la volonté des États sahéliens de s'émanciper des systèmes hérités. S'y greffe aussi l'idée d'institutions financières panafricaines, banques, fonds, agences, pour soutenir les économies locales sans dépendre des diktats venus d'ailleurs. Prenons l'exemple du projet de la Banque africaine d'investissement, soutenue par la Libye au début des années 2000. Cette initiative, qui visait à financer des projets d'infrastructures sur le continent, a été suspendue après l'intervention de 2011. Sa relance figure aujourd'hui parmi les priorités des nouveaux souverainistes africains, conscients de la nécessité de disposer d'outils financiers indépendants pour soutenir leur développement. Mais Kadhafi avait saisi un levier plus subtil, la force du lien tribal, la mémoire collective, la légitimité populaire. Dans le Sahel comme en Libye, les institutions ne survivent que si elles s'ancrent dans ces racines profondes, bien plus que dans des textes officiels. Il ne s'agit pas seulement de créer de nouveaux États, mais de réactiver ce qui fait naître une nation, la confiance, l'appartenance, la continuité. La dynamique actuelle du Sahel le confirme. L'auto-organisation n'est plus un vœu pieux, c'est une expérience vécue. Transition de pouvoir, comités citoyens, retour des chefferies, partout les sociétés inventent, résistent, construisent hors du regard des puissances étrangères. Initiatives locales pour sécuriser les villages, relancer l'agriculture ou gérer les ressources. Chaque jour, l'autonomie s'enracine dans les actes. Par exemple, au Mali, des comités de surveillance villageois assurent la sécurité en l'absence de forces étatiques fiables, tandis qu'au Burkina Faso, des coopératives agricoles redynamisent l'économie locale et assurent l'autosuffisance alimentaire dans plusieurs provinces. Ces initiatives, invisibles des médias internationaux, sont pourtant les piliers d'une souveraineté retrouvée. Mais le vrai moteur du changement ne siège pas seulement au sommet. La responsabilité citoyenne devient centrale. Le destin collectif se joue désormais dans les maisons, sur les marchés, au sein des conseils de village. C'est là que se forge la souveraineté de demain, loin des projecteurs. L'heure est décisive. Ou bien l'Afrique transforme ce moment en révolution, ou bien elle voit le passé se répéter, une fois encore confisqué par d'autres mains. Entre l'espoir d'une nouvelle ère et la menace d'un retour en arrière, tout dépendra de la capacité à lier mémoire et audace, héritage et invention. Mais alors, que peut-il réellement se passer si cette dynamique s'accélère? Quel bouleversement cela annonce-t-il pour les équilibres régionaux et mondiaux? Imaginons un scénario où la Libye et le bloc sahélien mettent en commun leurs ressources, créent une monnaie commune, établissent une zone de libre-échange et harmonisent leurs politiques énergétiques. Un tel projet, comparable à la naissance de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale, bouleverserait l'ordre mondial, forçant les anciennes puissances à négocier de nouveaux accords sur un pied d'égalité. Dans ce contexte, l'Afrique deviendrait un acteur incontournable sur la scène internationale. Sa voix pèserait dans les négociations climatiques, dans la régulation des marchés des matières premières et dans la définition des normes technologiques. Cette montée en puissance, si elle s'accompagne d'une stabilité politique retrouvée, pourrait ouvrir la voie à un véritable décollage économique et social. L'Afrique se tient aujourd'hui à la croisée des chemins. À chacun de choisir. Quel rôle voulez-vous jouer face à ce tournant? Désormais, chaque silence ou hésitation pèse lourd. Le retour d'Hannibal, la possible renaissance d'un héritage effacé et l'ascension irrésistible des souverainistes du Sahel deviennent l'épreuve centrale de notre époque. Pour l'Afrique, il ne s'agit plus de regarder l'histoire défiler, mais d'en reprendre le contrôle. Affirmer une dignité qui ne se vend pas, une souveraineté qui ne se brade plus, voilà l'urgence. Les peuples refusent d'être de simples spectateurs, dépendants de décisions extérieures ou enfermés dans un cycle de dépendance soigneusement entretenu. Ne sous-estimons pas ce qui se joue ici. L'Afrique du Nord et le Sahel ne sont plus de simples zones de crise ou de rivalité importée. Ces terres deviennent les creusets d'un contre-modèle. La mémoire des tribus nourrit la résistance et la légitimité ne s'obtient plus dans des capitales lointaines, mais dans la fidélité à une histoire partagée. L'enjeu dépasse la maîtrise des ressources. Il s'agit de reconquérir le droit de choisir et de se gouverner soi-même. Pour ceux qui, en Occident, craignent de voir disparaître un accès séculaire aux matières premières ou une influence bâtie sur des décennies, il faut le reconnaître. L'équilibre du monde peut vaciller. Mais ce qui naît ici n'est ni une revanche ni un repli. C'est l'exigence d'un partage plus équitable, d'un dialogue sans tutelle et d'un nouveau pacte moral entre l'Afrique et le reste du monde. Notre responsabilité est partagée. Que l'on soit citoyen, décideur ou simple témoin, ignorer ce souffle de réappropriation, c'est risquer de figer les rapports de domination.
Mais s'engager, réfléchir, soutenir ce mouvement, c'est participer à une transformation inédite. Ce choix n'est pas abstrait. Il s'incarne dans 1000 gestes quotidiens, dans nos conversations, nos choix d'information, nos solidarités, notre vigilance face à la manipulation et à la résignation. L'Afrique entr'ouvre une porte qui n'attend plus la validation de quiconque pour être franchie. Face à cette aube incertaine, la question s'adresse à chacun. Resterons-nous figés dans l'ancien ordre ou aurons-nous le courage d'être les témoins actifs d'un nouveau départ ? Pour agir concrètement, chacun peut commencer par s'informer via des médias africains indépendants, soutenir les initiatives locales de développement ou participer à des réseaux de solidarité internationale. Les diasporas africaines, en particulier, ont un rôle crucial à jouer en relayant les voix du continent et en nouant des partenariats économiques innovants. En s'inspirant des grands leaders du passé, de Patrice Lumumba à Thomas Sankara, il est possible de réinventer une souveraineté moderne, ancrée dans les réalités locales, mais ouverte aux défis du monde. L'histoire retiendra non seulement les noms des leaders, mais aussi les choix de millions de citoyens décidés à ne plus subir. L'enjeu de cette génération est de transformer la nostalgie en action, l'héritage en projet, la mémoire en avenir. À chacun de choisir sa place. L'Afrique n'attend plus. Elle avance et le monde regarde. Serez-vous acteur ou simple spectateur ? La porte est ouverte, il est temps d'écrire la suite.